Donc, on va essayer de faire un petit pas de côté aujourd'hui avec cette étude de cas, je pense, par rapport à ce qui a été fait depuis le début. On va essayer de faire une étude de cas avec le logement social en tant que tel dans la ville de Québec, donc sur le territoire de la ville de Québec. On remarquerait que le titre, c'est le logement social, oui, mais pas ici, mais que c'est une question, évidemment, parce qu'on ne sait pas encore la réponse et c'est la question qu'on va se poser. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi l'impact de la construction de nouveaux logements sociaux sur les valeurs immobilières résidentielles unifamiliales à Québec. Puis, je ne peux pas passer sous silence la contribution des collègues ici, qui sont Jean Dubé et François Desrosiers. Finalement, certains connaissent bien Jean Dubé, peut-être un peu moins François, mais un expert dans le monde du logement, de l'immobilier en général. Les deux n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui parce que, comme vous le savez, il y a une petite bombe qui a eu lieu à l'Université Laval récemment. Et là, ils sont en train de reprendre le retard et qu'ils travaillent fort là-bas. Merci. Donc, ça, c'est un article qu'on a écrit, puis c'est pas pour plugger l'article, c'est plus pour. Je vais essayer d'aller droit au fait, au but dans cette présentation-là. S'il y a des gens qui veulent avoir des détails, qui veulent creuser un petit peu sur les outils, la méthode, puis le contexte, hein, donc je vous invite à lire l'article au complet. Puis s'il y en a qui sont un peu plus fainéants, ben, il y a comme une vulgarisation, synthèse qui a été faite chez Cyrano de ça. Vous pouvez aussi prendre la voie rapide si ça vous tente. On va passer avec une rapide mise en contexte, un cadre conceptuel, méthodologie, les données, les résultats et une conclusion. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais essayer d'aller à l'essentiel avec pour objectif de garder la place aux questions. Je pense qu'hier, on a été assez rapide, assez dense dans le contenu, puis rapide sur les périodes de questions, puis qu'on pourrait peut-être essayer aujourd'hui de se garder un peu plus de temps pour ça. Juste pour se mettre en contexte, rapidement, là, on a une carte de la ville de Rimouski. Ceux qui sont dans les cours que je donne de temps en temps peuvent voir passer cette animation, sous la forme d'animation. Donc, on assiste à la naissance d'une ville. Donc, depuis les années 1800 jusqu'à 2014, on voit comment la ville de Rimouski s'est construite et densifiée, autour de quels noyaux, etc. Je vous épargne le détail de tout ça, mais je vous montre une synthèse et on aurait pu jouer finalement entre 1990 et 2014 au jeu des 7 différences, savoir quel était le changement, mais je vous ai donné un DTQ en vous entourant en rouge certains secteurs. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a des villes, notamment qui s'urbanisent, qui se densifient, qui causent des enjeux de développement. Évidemment, on le sait maintenant, certains parlent d'une crise de logement, certains vont dire que la crise est beaucoup plus structurelle, dépassant, on parle d'inflation, etc., puis qu'il y a des conséquences sur le logement, blablabla. Mais dans l'essentiel, sur le terrain, la situation, c'est que le logement, ça devient difficile. Et ça cause des enjeux aussi d'aménagement pour les villes. Les villes doivent décider finalement où est-ce que je place le logement, où est-ce que je place le logement social, où est-ce que je place d'autres activités, etc. Donc, par exemple, à Rimouski, pour ceux qui connaissent un petit peu Rimouski et ceux qui ne connaissent pas, on va situer Lucar qui devrait être quelque part par ici. Puis juste dans les années 90 et début 2000, tout ce qui était au-dessus de la deuxième rue était vide. Okay. Puis maintenant, si vous sortez de Lucar, vous descendez sur la deuxième rue, qu'est-ce que vous voyez? C'est tout un gros développement de logement qui a été fait. Mais ça n'a pas été fait juste là, ça a été fait partout, finalement, dans toute la frange de la ville qui s'étend. Donc, on comprendra qu'il y a des enjeux qui s'associent à ça. Alors, je comprends qu'on parle de Québec, je vous montre Rimouski, mais c'est parce que concrètement, Gridec, etc., mais concrètement, c'est des enjeux qu'on retrouve aussi dans nos territoires plus urbains, aussi en région périphérique. Donc, on arrive avec des enjeux importants. On le voit souvent, hein, puis des organismes, comme on l'a mentionné, qui militent aussi pour la crise de logement et les conditions de logement. On parle du taux d'inoccupation aussi à Rimouski depuis longtemps, qui au moment de cette publication était à 0,9, qui est descendu, je pense, jusqu'à 0,2 récemment, etc. Donc il y a des fortes tensions. On arrive donc à une croissance urbaine, un vieillissement des villes, un retour vers les centres dans certains cas, puis en même temps on a l'amélioration des infrastructures urbaines qu'on cherche à faire, puis une pression pour un meilleur niveau de vie aussi dans les villes. Comme ça a été mentionné, pour faire des liens aussi avec les présentations précédentes, on voit que les villes ont certains enjeux, peut-être qui matériellement ou économiquement sont favorables, mais socialement ont peut-être des enjeux aussi importants. Donc là, on est aussi avec la condition de l'habitation, donc c'est pas dur de faire les liens aussi. Donc, des incidences importantes sur les résidents, des pressions sur les valeurs immobilières. On sait maintenant, essayer d'acheter une maison, ça coûte beaucoup plus cher, et c'est la même chose pour louer une maison. Puis ça fait en sorte que tout ça va créer une pression qui va faire découler finalement tout ça, le fardeau, sur peut-être les populations les moins bien nanties. Okay. On a des logiques de reconversion immobilière, de densification. Reconversion immobilière, curieusement, on a parlé de la Maison Brune à quelques occasions ici, ça pourrait rentrer là-dedans. On a des logiques dans des villes, peut-être moins à Rimouski, mais dans des villes un peu plus grandes de gentrification et de ghettoisation. Ce point-là est quand même important, on va essayer de le garder en tête pour plus tard dans la présentation. Expulsion de certains ménages, évidemment, comme on l'a expliqué, ce qui fait finalement dépression de valeur foncière, donc une recomposition finalement du tissu socio-économique dans les villes. Donc, le rôle de l'action publique à travers tout ça, c'est, on va se dire, d'essayer d'améliorer la situation. Et puis, dans certains cas, ça
Évidemment, il y a plusieurs leviers, mais un des leviers, ce serait le logement social, sur lequel on va se questionner aujourd'hui. Donc, le logement social, c'est fun, ça aide beaucoup, mais il y a quand même des enjeux à travers ça. Dans le premier, on a dans la logique générale de dire le logement social, oui, mais on en veut, mais pas trop proche de chez nous. Donc, comme on a parlé d'acceptabilité aussi hier, un petit peu, etc., mais on est un peu dans la même logique. Les gens, de manière générale, ouvertement, on veut du logement social, mais si je mon gros bungalow avec mon terrain et mon herbe bien coupée, mais des fois, c'est difficile de dire je veux un logement social à côté et de le reconnaître officiellement. Donc, l'hypothèse, c'est qu'il y aurait peut-être ce syndrome-là. C'est ça qu'on va essayer de vérifier. Donc, un syndrome pas dans ma cour, on veut du logement social, mais pas trop proche de chez nous. L'idée aussi, c'est qu'on n'en veut pas parce on va penser peut-être qu'il y a justement dans le profil socio-économique des résidents, ça va dénaturer un peu le quartier qu'on idéalisait. Puis d'un autre côté, peut-être l'hypothèse, c'est de se dire que ça va avoir un impact négatif sur les valeurs foncières. Ceux qui me connaissent, évidemment, vont le savoir. On travaille beaucoup, mais je dis pour ceux qui ne connaissent pas, on travaille beaucoup avec les valeurs foncières parce que c'est pas tant qu'on s'intéresse tant au marché, etc. On utilise le marché pour essayer de capter les changements dans l'environnement. Quand j'achète une maison, en général, je suis prêt à payer plus cher pour être proche d'une vue, par une ski ou proche d'un métro dans une grande ville. C'est un peu la même chose. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à capter les changements dans les valeurs foncières pour essayer de capter l'effet de certaines économiques, notamment, et la volonté des gens à payer sur certaines aménités pour capter les changements, l'effet des changements dans l'environnement des gens. Donc, on va arriver avec des effets qui peuvent être considérés comme des externalités, chez les économistes techniquement, mais des externalités qui peuvent être négatives ou positives. C'est que là, on va avoir des effets négatifs de certains facteurs de changement dans l'environnement. Par exemple, si je vais construire un dépotoir proche de chez nous, peut-être que là, un effet négatif, ça va être les odeurs, etc. Donc, externalités négatives. Mais en même temps, on peut avoir des effets positifs associés à ça. Certains vont parler de la densification. Donc là, ça peut être critiqué dans certains cas. Certains vont dire qu'il faut qu'une ville s'étende, d'autres vont dire qu'il faut qu'elle se densifie. Je pense qu'on n'a pas de réponse unanime par rapport à ça. Mais en gros, on peut avoir des effets positifs, par exemple, à l'association d'un parc proche d'une maison, ça peut améliorer la qualité de vie des gens, etc. Donc, c'est un petit peu ce cadre-là. À travers lequel on se pose la question, quelle est l'influence de la présence des logements sociaux sur les valeurs marchandes des immeubles résidentiels. Donc, en gros, quand les résidences, comment leurs valeurs vont changer quand un logement social apparaît dans le paysage. Pour essayer de capter comment les gens perçoivent quelque part l'arrivée de ces logements. Donc, évidemment, vous avez compris que le logement social, ce n'est pas nouveau. Puis, il y a toute une littérature qui sort, qui est assez foisonnante là-dessus. Parmi cette littérature-là, on a certains articles de temps en temps, comme celui d'Enguyen en 2005, qui nous fait une synthèse de tout ça. C'est fun, des fois, d'arriver sur certains sujets, puis d'avoir des articles qui sont un pivot, qui sont un nœud, qui arrivent à nous faire un portrait de la situation, puis après, qui nous permettent d'ouvrir à travers autre chose. Mais en gros, on constate qu'il y a des effets négatifs qui sont assez limités, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser collectivement. Des impacts possibles sur les prix, la qualité des bâtiments, on parle de qualité des bâtiments, d'entretien, on parle de concentration des logements sociaux. Tout à l'heure, on parlait de ghettoisation, donc on va essayer de garder ça encore pour la suite. Hétérogénéité des résultats, celui-ci est assez important parce que finalement, on voit que c'est un champ qui est foisonnant, mais c'est aussi un champ où il y a beaucoup d'outils, de méthodes qui vont être utilisés pour ça, et que souvent ces outils, méthodes peuvent arriver à des variations de résultats de certains cas, mais aussi des fois hétérogénéité parce que selon les villes, il y a différents types de programmes de logement social. Donc dans le cas de Québec, ce n'est pas tant le cas, mais la littérature est dispersée à travers le monde. Et quand on va dans le reste de la littérature, qu'aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, généralement, on a tout le temps la même chose, quelque chose des conclusions mixtes. L'effet est positif, des fois l'effet est négatif. Et surtout, quand on arrive au Canada et au Québec, on constate qu'il n'y a pas tant d'études qui ont été faites là-dessus. Donc c'est un peu là que nous, on vient se positionner avec ce travail-là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait le plus proche d'un travail d'anthropologiste, j'imagine, c'est d'aller prendre sur notre ordinateur des captures de Street View. C'est un clin d'œil à Daniela. Donc, en résumé, quelques points généraux pour synthétiser la littérature, c'est qu'en général, la localisation compte du logement social. On parle de type de clientèle aussi associé au logement social. On parle de type de logement, parce que dans certains, on peut comprendre dans certaines villes, le logement social n'a pas le même visage partout, mais on va comprendre en regardant le cas qui nous concerne ici, donc le logement social à Québec, on a des infrastructures qui sont quand même assez belles, ultimement, qui sont récentes, qui sont belles, qui sont bien entretenues, etc. Donc on est dans un contexte assez particulier. Puis, généralement, encore une fois, la concentration et amplifie le phénomène de ghettoisation et possiblement les externalités donc négatives. Maintenant, on va arriver avec la perspective méthodologique, parce que je trouve que c'est intéressant d'arriver à parler de ça. Depuis le début, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'approches quantitatives, et que je vais essayer d'arriver
j'aurais pu mettre un avertissement peut contenir une équation, donc on peut contenir des arrachés. On va le garder, mais en se gardant la logique vraiment simplifiée pour comprendre le cheminement. Je trouve que c'est important de comprendre comment est pensé ce genre de travail. Donc, on va travailler avec la logique des préférences révélées en opposition aux préférences déclarées. Parce qu'on n'a pas été demandé aux gens concrètement, est-ce que vous préférez ou quelque chose, non? Donc, on va prendre une façon détournée de le capter, cet effet-là, à travers l'idée de l'approche hédonique. Donc, la théorie de l'approche hédonique, ceux qui connaissent encore une fois et qui connaissent Jean ou François, c'est quelque chose qu'on mobilise assez souvent. Et l'idée, c'est de se dire qu'on a une maison qui peut être un bien complexe. Donc, c'est un bien avec plusieurs aménités, plusieurs caractéristiques, et qui est vendu pour un prix unique. Okay. Ce prix unique-là, nous, ce qu'on fait, c'est le prix de vente sur le marché, et chacune de ces caractéristiques n'a pas de prix. On ne sait pas combien ça vaut avoir un garage de plus, on ne sait pas combien ça vaut avoir une piscine ou quoi que ce soit de plus, on ne la paye pas directement. Mais ce qu'on va faire, c'est, finalement, avec des modèles économétriques, décomposer le prix de la maison pour l'exploser en plusieurs composantes sur lesquelles on va pouvoir établir un prix. On va expliquer le prix de vente en fonction des caractéristiques de la maison. Donc, avec des modèles statistiques liés au prix de vente d'un bien complexe, donc l'immobilier, c'est comme un panier dans lequel on va sortir chaque bien, puis on va essayer de lui fixer un prix. Et il y a des enjeux à travers tout ça. C'est qu'on va essayer d'évaluer une externalité, donc un effet qui peut être positif ou négatif. Sauf qu'à travers ça, les deux effets pour le prix de vente d'une maison, ils peuvent se combiner. On peut avoir un effet positif et négatif de certains effets dans notre environnement. Donc là, l'idée, c'est associé à isoler l'effet net, donc la différence des deux quelque part, pour le logement social en question. Donc, arriver à isoler le logement social et le distinguer de tous les autres effets positifs ou négatifs et dire on retient juste ça. Est-ce que c'est un effet positif fort ou négatif ou il n'y a juste pas d'effet significatif? Donc, un effet négatif, ça peut être une perception négative liée au profil socio-économique des locataires. On pourrait, par exemple, observer une baisse des prix de maisons, ou un effet positif, c'est augmenter la demande des dynamiques d'urbanisation locale, etc. Donc, peut-être une augmentation des prix. Donc, la question, c'est de se demander, parmi ces deux effets, lequel va être dominant, et l'effet net va être celui au milieu qu'on va essayer d'extraire, de soustraire des deux autres. Donc, l'idée, c'est notre équation de base, c'est qu'on essaie d'expliquer un prix en fonction d'un ensemble de caractéristiques. Donc, j'ai mon prix de vente, j'ai mes caractéristiques de maison, puis j'essaie de les enlever, puis d'essayer de définir pour chaque caractéristique combien ça va valoir, avoir une chambre de plus, etc. Mais l'enjeu, si vous avez fait l'achat d'une maison ou loué un appartement ou quoi que ce soit, c'est vrai que, surtout dans le monde immobilier, quand on dit il y a trois facteurs importants quand on achète une maison, c'est la localisation, la localisation et la localisation. Okay. Donc, l'idée, c'est les principaux. La maison de tes rêves, si tu la mets au milieu du dépotoir, je suis pas sûr qu'elle va être moins attrayante. Bref, l'idée ici, c'est de se dire que la localisation compte en plus des caractéristiques de la maison. Donc, dans ces caractéristiques-là, on va essayer d'inclure des dimensions spatiales, des effets spatiaux, c'est-à-dire la proximité, encore une fois, à une école, à un parc, à ce genre de choses. Donc, on va essayer de capter tous ces effets-là pour se dire, voilà, ma maison, elle n'est pas isolée de son contexte. Et le contexte, le logement social fait partie de ce contexte-là. Le truc, c'est que l'approche hédonique, c'est une logique qui est corrélationnelle. Okay. Donc, c'est la corrélation entre le fait qu'il y ait une chambre de plus par rapport au prix de vente, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une approche plus causale. Donc, ceux qui ont fait un minimum de statistiques savent que causalité et corrélation, ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir un lien entre deux choses. Ça ne veut pas dire que ces deux choses sont corrélées ou ont effectivement un impact ensemble. Elles peuvent changer sous l'effet d'autres choses, par exemple. Donc là, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une approche de différence en différence. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'analyser des maisons avec, par exemple, la présence d'un logement social par rapport à des maisons qui en ont pas. Et là, on va pouvoir isoler, par exemple, l'effet causal de ce logement social. Et on comprend, à travers tous ces effets-là, on utilise certains effets spatiaux, dont la distance à un centre-ville. Parce qu'on a des villes qui sont monocentriques. On sait que la valeur du sol change, que normalement, dans les centres-villes, le sol devrait valoir un peu plus cher, etc. Donc, la distance à certains quartiers, certains pôles d'emploi va compter. Donc, à travers tout ça, différence en différence, donc on ajoute avant-après quelque part, mais cet avant-après, pour l'isoler encore mieux, on va travailler avec ce qu'on appelle l'approche des ventes répétées. Donc, l'idée ici, c'est de prendre une vente de maison, puis de prendre la même maison avant, puis après la présence du logement social. Okay. Donc, ce n'est pas juste de dire, il y a une maison qui a du logement social, il y a une autre maison qui n'en a pas. Là, c'est clairement, il y a une maison qui en avait et qui en a maintenant. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la variation du prix entre la vente et la revente?
On n'est plus juste expliquer un prix de vente, on est l'explication de la variation du prix de vente en fonction finalement de l'avant et de l'après du logement social. Donc là, ça nous donne une forme de comparaison. On est dans une logique qui est un peu plus comparative et beaucoup plus finalement réaliste quelque part. Donc pour le dire simplement, c'est que en plus cette approche, vous comprendrez que si on a une maison avec ses objectifs, ses caractéristiques, et qu'en plus on doit capter tout ce qui est dans son environnement qui peut l'affecter, ça devient difficile. On ne peut pas mettre 1 million de variables non plus dans le modèle. Donc l'enjeu ici, c'est d'arriver à isoler aussi tout ce qui est constant, de se dire, bah, ma maison est là, elle ne bouge pas de place, l'école était là, elle est encore là, et je trouve un moyen d'annuler l'effet de l'école, d'annuler l'effet de tout ce qui est stable pour garder juste l'effet du logement social qui apparaît. Donc c'est ce qu'on va aussi essayer de faire avec le modèle de la revente par rapport à la vente, donc la soustraction de l'un à l'autre. Par exemple, ici, je n'ai pas de logement social pendant ma vente, mais pendant ma revente, j'en ai un qui apparaît. Ce qui veut dire que techniquement, les deux autres effets de toutes les autres caractéristiques qui étaient constantes avant vont s'annuler quelque part. Je vais faire l'un moins l'autre, il va rester quoi? Le logement social, pour le dire simplement. L'idée aussi, à travers tout ça, c'est de se trouver une approche avec des comparatifs, des comparables. Donc on peut faire ça, puis se dire, on va essayer de comparer ça à des logements similaires, identiques, en plus, loin des logements sociaux. Donc, on peut avoir un logement social, on va se trouver un rayon qu'on a établi en fonction de ce qui a été fait dans la littérature, etc. On va prendre les logements-là, puis on va les comparer à des logements qui sont beaucoup plus loin, mais qui sont similaires. On a des façons d'identifier des comparables, etc. Je vous ai parlé des détails, mais l'idée, c'est vraiment de comparer ce groupe-là ensuite avec le groupe des maisons qui sont beaucoup plus loin. Et de voir, est-ce qu'il y a un changement encore. Donc, on arrive avec, en gros, des données. Ça, c'est la ville de Québec, on peut comprendre, avec un buffer, un genre de cercle autour de chaque logement social, puis chaque point va être une maison. On va avoir des maisons transigées, puis transigées et retransigées qu'on va extraire. Ultimement, on va isoler les valeurs extrêmes. On va aussi isoler les ventes et reventes qui ont lieu dans une période de temps trop courte, parce que vous savez qu'il y a un phénomène de flip qui se fait. Puis ça peut biaiser les résultats. Quand la maison est achetée et revendue trop rapidement, alors on va se dire, ça, c'est pas des logiques normales du marché, on va les enlever. Fait qu'au final, on a 5030 paires de transactions qui vont constituer notre base d'analyse. Oui, c'est correct. Donc, encore une fois, je vous épargne les tableaux de résultats, je vais à l'essentiel. Effet de proximité au centre-ville, distance au centre, et effet de taille par rapport au nombre d'unités de logement. Donc, on s'est dit, on veut mesurer l'effet par rapport à la distance au centre-ville, on veut l'extraire puis le constater, puis en même temps, le nombre d'unités de logement dans ces unités de logement sociaux. Parce qu'on a parlé de ghettoisation tout à l'heure, il y a des villes quand même où on se dit, aller dans une banlieue française ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de concentration qui historiquement qui s'était développée comme ça. À Québec, on n'est pas tant là-dedans, mais en même temps, on a quand même des immeubles avec un nombre de logements, puis on se demandait, est-ce que ce nombre de logements a un impact sur les valeurs foncières, concrètement à travers ça, peut-être la vie du quartier. Donc concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des primes par rapport à la distance au centre-ville. Quand je suis au centre-ville, et plus je m'en éloigne, c'est que la prime est positive, mais elle tend à diminuer de manière non linéaire. Puis en même temps, ce qu'on observe, c'est qu'en même temps, la même chose, le nombre de résidents, d'unités résidentielles dans chaque bloc, a tendance aussi à avoir un effet négatif non linéaire. Puis ça, on peut s'amuser à le faire de manière en 3D. Ça, je vais donner le crédit à Jean, qui des fois, il arrive avec des choses comme ça. Puis c'est assez le fun parce qu'on arrive à mettre les deux dimensions sur le même graphique puis à observer finalement dans l'espace comment cette prime va varier. Donc on voit qu'on a un effet qui va varier à mesure que je m'en éloigne, mais en même temps à mesure que le nombre d'unités résidentielles dans le bloc va grandir. C'est le fun parce que là on a une carte qui se voit parce que sur l'écran on la voit pas. On a la surprise comme ça, le carte va voir les écrans des fois qui ne présentent pas ce qu'on veut. Donc les conclusions rapidement. C'est qu'on a les variations spatiales de la prime, on comprend. C'est-à-dire qu'en gros, la prime associée au logement social n'est pas la même à travers toute la ville de Québec. Ça, c'est le fun à comprendre, à voir, à observer. On a une concentration spatiale des immeubles qui n'a pas d'effet significatif. Donc, quand il y a une concentration, ça ne change pas grand-chose. En même temps, la taille des logements sociaux réduit la prime. C'est-à-dire que plus il y a du monde dans les immeubles, ce n'est pas tant le fait d'avoir beaucoup d'immeubles de logements sociaux. Là-bas, c'est plus le fait d'avoir beaucoup d'unités dans les logements qui comptent. Ensuite, on a un impact positif au centre-ville. Donc là, on peut se retirer à la carte puis se constater que le centre-ville est par là, avec le Québec, etc. Troisième lien, je ne l'ai pas mis, mais c'est parce qu'il va chez vous. Il est donc en rouge, c'est négatif, positif associé à des hausses de valeur foncière. Plus je m'en éloigne, plus je vais avoir des baisses de valeur foncière associées au logement social. Okay. Puis là, on peut se projeter encore une fois. Qu'est-ce qui est en périphérie? Souvent, ça peut être peut-être les maisons, les bungalows unifamiliaux, avec
la vie rêvée de banlieue, etc. Puis ça fait le parallèle encore avec ce qui a été dit tout à l'heure, avec la carte de la défavorisation. On voit que la défavorisation sociale et matérielle, elle est plus basse, donc on est plus favorisé quand on est en périphérie de la ville. C'est quand même le fun parce qu'on est dans cette logique, encore une fois, de banlieue résidentielle où on va habiter. Donc, habiter autrement, à Québec ou à Rimouski, il semble que l'hypothèse serait de dire que ça se ressent pas mal, c'est bien. Donc, l'idée, c'est de comprendre que les développements du logement social n'ont pas les mêmes effets partout. Donc, ça veut dire qu'il peut être finalement fait en fonction de spécificités du milieu. La taille du projet aussi apporte beaucoup. Puis ça emmène à des réflexions sur des visions. Tu sais, des visions de développement urbain en tant que tel. Si je veux arriver à développer du logement social quelque part, ben, c'est pas juste construire un logement, c'est aussi l'intégrer à quelque chose avec d'autres logiques. Donc là, on est peut-être dans l'émergence de ce genre de réflexion, j'imagine. La proximité du nouveau logement social ne génère pas systématiquement une baisse des valeurs immobilières. Donc, ça irait à l'encontre de cette pensée peut-être qu'on pourrait avoir que le logement social, ben, on n'en veut pas proche de chez nous nécessairement. Ce n'est pas le cas ici. Donc, hausse des valeurs, du moins au centre-ville, mais une baisse ailleurs. Donc, l'effet n'est pas homogène. Effet positif de la proximité est en contrepartie balancé par le nombre d'unités par bâtiment. Donc, en gros, on revient à ce style de ghettoisation peut-être. Mais il ne faut pas trop de massif. Peut-être les disperser un peu plus à certains endroits. Encore une fois, l'effet de la distance au centre-ville. Donc, importance de limiter, en résumé, la taille des projets en banlieue, multiplier le nombre de bâtiments avec une structure plus adaptée aux bâtiments existants, une construction plus intégrée, pour minimiser les distorsions aussi à l'identification. Tu sais, comme on l'a vu tout à l'heure sur les premières photos, les bâtiments qui sont là, finalement, quand on voit un bâtiment de logement social, on n'arrive pas à le discerner d'un autre bâtiment à côté. Ça c'est un des facteurs qui pourrait être important à considérer.